Alors bonjour et bienvenue dans ce troisième webinaire de la Bourse Badois. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du développement du chiffre d'affaires avec différents conseils pour optimiser ses coûts. Comme pour les précédents lives, nous divisons ce thème en 4 sous-parties qui seront ponctuées par vos questions. Alors n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du chef étoilé, Thierry Marx. Bonjour chef. Bonjour. Et on attaque tout de suite avec vos premiers conseils, la maîtrise des coûts des matières premières. Oui, ça me paraissait être une évidence parce que effectivement, nos restaurants ont réouvert. Je vois mes confrères, on regarde un petit peu notre activité et ce qui nous fait peur, c'est finalement le flux client qui est pas forcément au rendez-vous. Donc, comment bien maîtriser ce chiffre d'affaires qui est assez faible en maîtrisant nos coûts. Donc, ça veut dire que la première des réflexions qui me vient à l'esprit, c'est un, l'offre, une offre pas trop conséquente, ce qui va me permettre de maîtriser et mes coûts de production et évidemment mes coûts du nombre de collaborateurs, mon labor cost. Donc pour moi, ça était devenu une évidence de retravailler sur des circuits de plus en plus courts et de maîtriser totalement mon coût matière première. Et dans mon coût matière première, effectivement, il y a une adaptation des recettes qui est absolument nécessaire. Donc, un, saisonnalité, bien sûr, et proximité d'achat. Pas me retrouver le soir avec du stock, donc je ne saurais que faire le lendemain. Et puis, deux amis, comme je l'évoque très souvent, mais la calculette et la balance. La balance pour les grammages, et puis être capable de calculer extrêmement rapidement son coût matière première, son food cost. Si on n'arrive pas à faire ça, eh bien, on a l'impression de faire beaucoup de volume, de chiffre d'affaires, mais au final, il reste pas grand-chose. Donc, saisonnalité petit 1, maîtrise des coûts avec la balance et maîtrise des coûts d'achat avec la proximité et la logistique du coût d'achat. Il y a une question? Toujours pas de questions, mais vous pouvez continuer sur ce thème. D'accord. Alors ça, je vais le refaire. Donc, je donne un exemple, par exemple, sur la dorade. Voilà, ce matin, il y avait des dorades chez le poissonnier. J'ai regardé la dorade. Qu'est-ce que je peux donner comme valeur ajoutée à une dorade? Eh bien, finalement, quand je regarde ce que je peux faire avec la dorade, un, la tête, je peux travailler. C'est un bouillon qui devient un bouillon froid excellent, avec les têtes rôties au four et avec une approche de cuisson assez simple et assez aromatique. Un, le dos de la dorade, là on a une partie très charnue, très épaisse que je peux vendre à un certain prix. Et puis la pointe dorade, je peux vendre encore à un autre prix. Et puis toutes les parties à griller qui sont les parties ventrales. Vous voyez qu'avec un seul et même produit, finalement, en donnant de la valeur ajoutée à des produits simples, j'arrive à compter des recettes qui me permettent de développer du chiffre d'affaires en bonne intelligence. Tout ça, évidemment, avec une garniture de saison, ça va de soi. Donc là, on a toutes les pommes de terre nouvelles, mais on a aussi les premières belles tomates qui arrivent. Et là aussi, on peut imaginer de ne rien perdre sur la tomate. Un, petit 1, l'eau contenue dans la tomate peut être intéressante pour faire une gélification, la pulpe de tomate, et puis toutes ces petites graines de tomate qu'on va faire torréfier pour paner peut-être la partie la plus charnue de la tomate. Vous voyez, c'est des petites astuces, de la créativité, parce que dans ces moments difficiles, ce qui va nous sauver, c'est la créativité. Si on n'est pas innovant, si on ne maîtrise pas bien ces bases et qu'on ne dépasse pas un petit peu ces bases pour aller vers l'innovation, eh bien, on aura du mal à trouver des recettes qui soient attractives pour que le flux client reviennent petit à petit. Donc ce coût matière doit être maîtrisé et puis la structure de la carte. Il est évident que si on a fermé au mois de mars avec 5 entrées, 5 poissons, 5 viandes, il va être difficile de reprendre les mêmes équipes tout de suite en sachant que nous n'allons pas pouvoir faire le bon chiffre d'affaires qui nous permettrait de payer une grosse équipe. Donc il va falloir, comme je l'ai évoqué, commencer par des offres beaucoup plus simples, voire des menus uniques qui aujourd'hui, on sait très bien pratiquer dans le menu unique, et puis ensuite pouvoir constater que ces chiffres d'affaires, eh bien, il va certes pas être très élevé, mais bien maîtrisé. On va quand même pouvoir avoir un petit peu de croissance positive. Voilà, pour une question, non?
Ok, très bien. Alors, on a une première question de Loulika qui nous demande est-ce que les recettes sont pensées au jour le jour en fonction des produits qui arrivent? Alors, ça, c'est l'inspiration du chef. C'est vrai qu'en fonction du panier qui arrive, en fonction de l'inspiration du marché, on va pouvoir penser ses recettes. Ça, c'est quand tout va bien et de se dire, eh bien, j'ai les collaborateurs, moi, je me garde la partie créative et, euh, et je demande à mes collaborateurs de se pencher sur la partie mise en place. Quand on a réduit le nombre de collaborateurs, eh bien, il est évident qu'on a un petit peu moins de temps. Donc, ce que je conseille, c'est faire le marché de façon extrêmement précise, faire un volume de marché assez important, d'être inspiré par le marché et puis voir les produits que je vais pouvoir stocker sans problématique. Par exemple, si je traite du poisson, le jour de l'arrivage du poisson, pour moi, c'est le jeudi. Ça, c'est le meilleur des arrivages pour moi. Et bien là, je vais faire toutes mes levées de poisson et puis garder ça dans une condition sanitaire irréprochable sans forcément aller au congélateur pour donner un peu de maturité à mes poissons, comme le font d'ailleurs certains restaurants de sushi. Et puis, le volume fruits et légumes, là aussi, je vais m'orienter vers des légumes que je vais pouvoir conserver, pas forcément au réfrigérateur, mais voir des tomates qui n'étaient pas encore à pleine maturité, qui vont prendre un petit peu de maturité dans les 48 heures à venir. M'organiser pour ce marché et en fonction de cela, eh bien, de commencer à composer mes menus de la semaine. Faire en gros une commission de menus qu'on fait tout seul, bien sûr, mais dire tiens, le lundi, je vais établir ce menu. Je vois que j'ai utilisé les dos de dorade le jeudi, peut-être que je passe les pointes le lendemain ou les ventes le lendemain. Commencer à planifier son travail, ce qui permet d'éviter ces crises du moment, de dire qu'est-ce que je vais faire au menu du jour aujourd'hui. En sachant que si on regarde comment faisaient nos aînés, les menus du jour étaient préétablis en général à la semaine, ce qui nous permettait de planifier le travail, de planifier le marché. Et ça, c'était quand même une démonstration que nous ont laissé nos aînés de savoir planifier à la semaine nos menus. Et ce qui permet en fin de semaine de se dire, je ferme, il n'y a plus rien dans les réfrigérateurs. Donc, de croire qu'on va pouvoir planifier tous les jours si on est moins nombreux en cuisine, ça va être compliqué. Donc, il faut se faire sa propre commission de menu une fois par semaine pendant qu'on fait son marché et voir comment on va répartir les ingrédients qu'on a achetés sur l'ensemble de la semaine. Une autre question? Ok. Oui, très bien. On a une question de Ramsey d'ailleurs à ce sujet qui nous demande pour combien de jours on peut garder les légumes au réfrigérateur pour Alors, vous? les légumes, on n'est pas obligé de mettre des légumes au réfrigérateur, il n'y a pas de risque. Moi, sur certains légumes, je ne les rentre pas du tout au réfrigérateur parce que, au contraire, ça les altère. Donc, bien souvent, certains légumes, je vais les envelopper dans du papier et les conserver de façon assez serrée. Je les essuie bien d'abord et dans un endroit frais, mais je ne les range pas forcément au réfrigérateur. Ou alors, j'utilise des caisses. J'ai décanté mes produits à l'arrivée du marché, j'essuie mes produits, je les range dans des caisses. Mais on a facilement 72 heures devant soi. Ok, très bien. Une petite question de Vegan7. Pour ce qui concerne les légumes, comment on peut avoir des produits de qualité en gardant les bons prix? L'achat, le circuit achat, la saisonnalité, il faut s'arc-bouter sur la saisonnalité, négocier, il n'y a pas de raison. Ouvrir les yeux quand vous allez au marché, il y a des produits que vous pourriez parfaitement trouver dans la grande distribution et qui ne sont pas intéressants sur un marché. Regardez et vous pouvez saisir des opportunités. On voit que bien souvent, le commerçant ne ramènera pas certains produits. Donc, vous pouvez acter une négociation. Je crois que le bon produit, c'est une bonne négociation. La qualité du produit, c'est autre chose, mais une bonne négociation, des fois, ça vaut la peine parce qu'on gagne quelques centimes d'euros ou on a un prix global qui est remanié. Et effectivement, dans notre fiche recette, ça va avoir une incidence. Mais les légumes, qui sont des produits qui nous paraissent très fragiles, ne sont pas aussi fragiles que ça. Même quand on a dans des légumes ultra bio, on arrive à les conserver dans de très 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 bonnes conditions. Je vous dis, les emballages, les envelopper dans certains papiers, les serrer, les contrôler tous les jours pour pas que
il y a une dégradation que vous n'auriez pas pu anticiper et on s'aperçoit qu'on va maîtriser très, très simplement pendant 72 heures de garder ces légumes. Je ne parle même pas des pommes de terre qui n'ont pas du tout à rentrer au réfrigérateur, mais plutôt rester dans un endroit sombre pour éviter la germination, etc. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour les légumes. On peut garder des légumes, acheter bien, acheter évidemment des légumes qui soient de qualité. Alors, je ne vais pas faire le coup du bio, ça n'a pas forcément toujours de sens, mais il y a des petits producteurs aujourd'hui qui nous fournissent des légumes de qualité où ils ne sont pas tachés, pas trop abîmés, pas trop flétris, ils n'ont pas trop traîné sur un étalage et ils n'ont pas trop été manipulés. Et on s'aperçoit que ces légumes, s'ils ont été bien achetés, eh bien, on a 72 heures devant nous avant de les cuisiner. Ok, très bien, merci beaucoup. On a David qui nous demande sur une ouverture de restaurant. Est-ce qu'il est conseillé de démarrer sur un menu périodique ou est-ce qu'il faut mieux miser sur le marché au jour le jour? S'il est très créatif, je miserai sur le marché au jour le jour. Parce que l'identité aujourd'hui d'un restaurant va se jouer, à mon avis, là. Quelqu'un qui va être créatif, qui va aller au marché, qui va être inspiré par le produit, et en retour du marché, il va être dans une démarche de pré-préparation de ses recettes dans sa tête, et effectivement, on va avoir un restaurant qui va nous proposer un véritable renouvellement. Et quand on est plutôt un bon cuisinier, eh bien des recettes, c'est pas ça qui nous manque dans la tête. Donc, il faut aller chercher le produit qui nous convient, le produit qui nous paraît intéressant. Qu'est-ce que c'est que la cuisine? Ne l'oublions pas, c'est donner de la valeur ajoutée à des produits simples. Cuisiner de la langoustine et du caviar, quasiment tout le monde est capable de le faire. Par contre, retravailler une petite pomme grenaille avec un beurre demi-sel, un dos de maquereau simplement poêlé avec une pomme de noirmoutier, tout ça nécessite un peu de maîtrise, du geste, du feu, du temps pour faire une cuisine qui soit dynamique, tonique. Moi, j'aime ces cuisines du marché parce que ce sont des cuisines qui ont tout de suite du relief et qui montrent tout de suite la signature d'un chef en cuisine. Donc, je pense que j'irai vers l'inspiration du marché et un menu qui change tous les jours, en sachant que ça fera l'identité du restaurant et que c'est quand même quelque chose qui est pas simple à tenir sur de long terme. Mais en général, quand on s'installe, on a la pêche, on est à fond et on a envie de se faire connaître. Exactement. Maintenant, une question peut-être un peu, bon, on va voir. Une question de Sébastien qui nous demande par combien vous multipliez le prix des marchandises d'un plat à la carte? Ou comment calculer le prix auquel afficher un plat en fonction du prix d'achat? Alors, il y avait la vieille formule du 3,5, on multipliait par 3, 4 un produit. Après, c'est en fonction de la maîtrise de ses coûts, c'est-à-dire que quand on a identifié clairement, c'est pour ça que je vous ai dit, vos meilleurs amis, c'est la calculette et la balance. Quand on a clairement identifié ses coûts d'achat, son coût main-d'œuvre, ce qu'on appelle le prime cost finalement, eh bien, on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais la moyenne, en général, c'était 3,5, 4 pour valoriser un produit. Ok, merci Et ça beaucoup. vous donne un prix de carte. Euh, ok, peut-être une dernière question sur ce thème. Une question de Bertrand qui nous propose quand il y a trop d'ingrédients dans une recette, est-ce que se limiter à 3 hors condiments et aromates, est-ce que c'est développer sa créativité? Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement. C'est-à-dire que pour moi, quand il y a plus de 3 gestes déjà dans une assiette, ça me paraît compliqué. Donc, j'aime bien un ingrédient majeur. Je vous donne un exemple. On a pris la dorade tout à l'heure. Ben, la dorade, un produit d'accompagnement et un produit d'assaisonnement. Point. Et là, on a un grand chef. Après, plus on va multiplier les sauces, les épices, les jus, euh, plus on va dénaturer. Je vais reprendre une phrase que j'ai appris quand j'étais au Japon. On disait, qu'est-ce que c'est que la bonne cuisine? La bonne cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère, ça c'est le petit d'un, et en même temps, c'est donner un confort de dégustation à un produit tout en restant au plus près du goût originel. Donner un confort de dégustation à un produit tout en restant au plus près du goût originel. Si vous avez fait du bar et que vous ajoutez une surdose de sauce moutarde, plus un cœur de laitue, plus du riz, plus
quelques pommes de terre. Tout ça, c'est du gloubi, ça ressemble plus à rien et vous avez complètement perdu l'identité de votre produit. Par contre, si vous racontez, je ne sais pas, une poêlée de sardines simplement avec un petit jus safrané, et le jus safrané, vous l'aurez fait avec les têtes de sardines que vous aurez laissé infuser dans de l'eau et dans un plat au four, et au dernier moment, vous mettez un peu de safran, vous ferez un riz façon riz pilaf, même voire un riz blanc, et vous avez un plat qui va se suffire à lui-même, et vous allez faire une promesse de sardines simplement poêlées au jus safrané et riz, que ce soit un riz gluant, un riz frit, un riz croustillant, peu importe, mais vous avez un énoncé qui est clair, une promesse qui est claire et une dégustation pour le consommateur qui va être claire. Et ça, pour moi, ça c'est de la grande cuisine. Donner de la valeur ajoutée à des produits simples et donner un confort de dégustation tout en restant au plus près du goût originel du produit. Quand on commence à tambouiller un petit peu trop, ça devient très compliqué. Très bien, Bertrand vous remercie. On va passer au deuxième sous-thème qui est la maîtrise du coût de la main-d'œuvre. Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Alors, évidemment, c'est la partie la plus cruelle des fois de mon métier parce que quand j'ai commencé dans ce métier, on était dans certaines brigades jusqu'à 25 et aujourd'hui, on s'aperçoit que le nombre de collaborateurs dans les brigades ont complètement réduite. Et aujourd'hui, avec cette problématique de cette crise, eh bien, il va falloir aller sur des équipes plus réduites en attendant de remonter en chiffre d'affaires pour pouvoir voir revenir nos collaborateurs. Donc, évidemment, la maîtrise de ce qu'on appelle le labor cost, eh bien, elle est absolument nécessaire. Combien j'ai besoin de collaborateurs? Et ce besoin en collaborateurs doit correspondre au plat sur la carte. Si je fais une carte avec 15 ou 20 offres pour mes clients et que je revendique de faire des produits frais, il est bien évident que je vais avoir besoin d'un certain nombre de collaborateurs, qui plus est si j'ouvre 7 jours sur 7 ou si j'ouvre avec un volume horaire plus large. Donc il faut faire attention sur ces choix commerciaux, midi, soir, midi sans coupure, midi et soir, etc. Et puis, de se dire, eh bien, est-ce que j'ai pas intérêt à réduire la voilure, faire moins d'offres, avec moins de collaborateurs, avec la même motivation d'aller vers l'excellence et la qualité des produits. Ça ne change pas dans l'identité de mon restaurant, mais de bien maîtriser le coût de mes collaborateurs parce que, effectivement, le chiffre d'affaires dans ces réouvertures n'est pas forcément là. Et par contre, quand vous vous trompez sur le nombre de collaborateurs, eh bien, le pourcentage est tellement fort qu'il vous tire immédiatement vers le bas et les coûts sont sur plusieurs mois. Vu qu'il y a les coûts salaires, mais il y a les coûts charges sociales que vous connaissez parfaitement bien. Donc, si on se trompe dans un recrutement ou dans un sur-recrutement, eh bien, la perte peut être rapidement abyssale. Et là, on a des lois d'abord qui ne nous permettent pas de nous séparer de nos collaborateurs, et ça, ces lois sont tout à fait logiques. Mais si on se trompe, eh bien, se tromper sur 15-20 grammes sur un coût matière, on sait rétablir la balance. Se tromper de deux ou trois collaborateurs, là, c'est très difficile de rétablir l'équilibre ensuite. Très bien. Et du coup, à ce sujet, on a une question de Ata, une question peut-être un peu personnelle. Comment la situation sanitaire a eu comme effet dans votre restaurant et dans votre équipe, et comment l'avez-vous vécu? Alors, la situation sanitaire pour mes équipes, ça a été comme pour nous tous, un coup difficile à accepter. En même temps, dans une des compagnies dans laquelle je suis, nous avions déjà vécu à Hong Kong le SRAS 2002-2003 et on avait sur les informations en amont qu'on avait quand même depuis le mois de décembre, on s'était préparé avec les équipes à, euh, à avoir des gestes barrières assez tôt. Donc effectivement, on avait la prise de température qui a dû arriver dès le mois de février, et puis le contrôle des denrées qui arrivaient avec des prises de température, y compris pour les livreurs, etc., etc. Et cetera. Et puis tous les gestes barrières qu'on a surdosés pour se mettre en situation d'amoindrir le risque sanitaire. Mais effectivement, c'est traumatisant
pour ceux qui n'ont pas connu le SRAS, et tant mieux pour eux d'ailleurs, en 2002 et en 2003, sur la zone de Hong Kong ou sur la zone Chine, et de se dire, eh bien aujourd'hui, avec ce Covid, on va augmenter nos gestes barrières et eh bien on renforcera notre qualité sanitaire de nos établissements. Aujourd'hui, c'est vrai que ça reste contraignant et coûteux. N'oublions pas que pour beaucoup de mes confrères et dans certains de mes établissements, la mise aux normes, la mise aux normes pour moi-même et mes collaborateurs et le lieu, ça a été jusqu'à 30 000 euros entre les surchaussures, les masques, les gants, les visières, la planification, le marquage au sol. Eh bien, sur certains établissements, on a dépensé jusqu'à 30 000 euros en moyenne. Ah Donc oui, quand ça, même. pour répondre à la Ouais. question, eh bien oui, ça nous a quand même largement impacté et dans certains de mes établissements, largement impacté ma trésorerie. Et donc, en même temps, n'oublions pas, et je le répète à chaque fois, que nos métiers sont basés sur la confiance. Donc, le fait d'avoir à gérer ce virus, finalement, nous mettait en porte-à-faux avec nos clients. Comment nos clients allaient prendre le fait que nous portions des masques, que nous portions des visières, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que mon métier, qui est encore une fois, je le répète, basé sur la confiance sanitaire, eh bien, il a à se réinventer. Et je pense que d'ici les mois à venir, sur le zoning de nos restaurants, sur l'approche métier, on va être extrêmement créatif pour peut-être réfléchir à cette sortie Covid qui n'est pas encore là vraiment, et puis anticiper peut-être d'autres problématiques qui peuvent arriver, d'autres problématiques sanitaires. En tout cas, on aura beaucoup, beaucoup appris de ce Covid. Très bien. Maintenant, une question de Gwenaël Boudot qui nous demande que disent les chiffres de la branche concernant le pourcentage frais de personnel par rapport au chiffre d'affaires hors taxe? On est sur combien, José? On est sur nos chiffres, on va donner les nôtres. Ouais, voilà, on est plutôt sur la barrière des 40%. Ça, je recommande cette barrière-là, 40, 41, parce que après, ça devient beaucoup moins agile en termes en termes de réactivité s'il y a une chute brutale du chiffre d'affaires. Et autant c'est assez facile d'aller chercher des collaborateurs pour venir renforcer momentanément une équipe, que ensuite, quand le chiffre d'affaires s'érode un petit peu, eh bien, c'est difficile de demander à des collaborateurs de ne plus être là. Donc, pour moi, la bonne barrière, c'est vraiment cette barrière de 38 à 40%. 40% me paraît être le juste équilibre. 40%, Pour des très bien. restaurants, ouais, pour des restaurants qui prétendent aller vers une cuisine identitaire avec un service au client assez large. Si j'ai un bistrot demain où je fais 70 couverts, il est pas rare qu'on ait plutôt un labor cost à 25% ou 30%. Ok. Une nouvelle question de Gwenaël, toujours pour des chiffres. Il nous demande quelles sont les prévisions pour la perte de chiffre d'affaires due au Covid dans la branche. Est-ce que vous avez une idée? Alors la branche, si je reprends les chiffres, ça c'est abyssal hein, évidemment, les chiffres de l'UMI, donc c'est l'Union syndicale des métiers de l'hôtellerie-restauration, du CHR, disent 50 milliards. Vous voyez que ça paraît abyssal et euh, je pense qu'il ne faut pas regarder ces chiffres, bien sûr qu'on ne peut pas les nier, mais je pense qu'il faut regarder devant nous et comment on va pouvoir repartir, et pour certains d'une page blanche, et de recranter des chiffres d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos prévisions, quand on a fait nos prévisions de chiffre d'affaires en amont, eh bien, on s'est trompé, on s'est planté. Ça veut dire qu'il faut refaire ce qu'on appelle les forecasts, les prévisions pour cette année qui va d'après Covid. Et là, il faut repartir avec des chiffres, à mon avis, moins ambitieux, bien qu'on pourrait avoir quand même quelques belles surprises, et notamment pendant la saison d'été, de ces publics qui vont être restés en France et qui vont peut-être finalement venir consommer dans nos restaurants. Donc on pourra avoir des surprises qui peuvent être intéressantes. Mais effectivement, le chiffre
annoncés par la branche étaient de 50 milliards de pertes. Ouais, c'est impressionnant. Euh, une question de David. Alors, quand on ouvre un restaurant, vaut-il mieux se mettre en risque sur le personnel en ayant un effectif réduit et en faisant appel à des extras, ou vaut-il mieux être à l'aise, pas en surrecrutement bien sûr? Alors, là, je ne peux faire qu'une réponse de Normand. En fait, si tout va bien, si j'ai un budget, si je me suis donné 3 années sur le ramp-up et que j'ai anticipé un certain nombre de coûts, je vais me dire, ben, je vais me faire une task force assez large pour faire démarrer mon restaurant très très vite en termes de notoriété. C'est une solution qui est par moment dans les grandes compagnies qui est choisie. Moi, j'ai jamais choisi cette option-là. Certes, vous avez l'impression de gagner très très vite, mais bien souvent, c'est ce qu'on appelle des victoires à la Pyrrhus. Vous brûlez toutes vos cartouches et vous vous retrouvez avec une dette qui est colossale. Donc, je pense que sérieusement, il faut monter et trouver le rythme en marchant et d'aller chercher du renforcement métier quand, euh, quand on en a besoin et quand on voit que les premiers chiffres d'affaires solides deviennent des crantages forts pour pouvoir renforcer l'équipe après avec du CDI. Mais au départ, je suis toujours assez méfiant. Je sais qu'il va falloir travailler beaucoup. Donc, je mise mes recrutements sur des solutions métiers. Je vais essayer de recruter un très bon second, un très bon pâtissier, et puis un collaborateur qui est capable de faire l'interface entre les postes. Et puis le jour où j'ai besoin, eh bien, je vais plutôt aller chercher de l'aide dans toutes les parties qui ne nécessitent pas une trop grande compétence métier, mais qui peuvent me rendre des services et alléger la charge de travail. Mais la deuxième phase de la question me paraît la plus juste, et notamment par les temps qui courent, c'est d'y aller doucement, mais sûrement, et de se mettre sur le ramp-up peut-être plus modestement au départ, mais avec moins de risques financiers pour rester dans la durabilité. Je ne crois pas aux victoires à la Pyrrhus. Ok, je pense que c'est compris. Maintenant, une petite question de Arthur qui nous demande au niveau de la formation, est-ce qu'il y a trop de professionnels de la restauration qui sont formés? Est-ce que c'est un site à embaucher beaucoup en faisant fi des spécificités? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce qu'il y a trop de personnel formé? Je ne Je le pense, oui. crois pas. Il y a un turnover qui est très fort dans le métier. Il y a des gens qui entrent dans ce métier et qui, globalement, 10 ans après, en sont sortis. Donc, ce turnover fait qu'il y a une attractivité dans ce métier et qu'on forme beaucoup. Mais hélas, peu de gens restent dans ces métiers longtemps. Donc, je pense qu'il faut continuer à former beaucoup et peut-être former mieux. C'est-à-dire que il me semble que dans nos métiers, on devrait reprendre les fondamentaux. En fait, quand vous passiez votre CAP dans les années 70, vous aviez en gros 80 gestes de base à apprendre et 90 recettes à retenir. Pourquoi 90 recettes? Parce que on apprenait les 4 grandes cuissons des œufs, 4 grandes cuissons des poissons, 4 grandes cuissons des viandes, 4 grandes cuissons des légumes et 5 desserts du patrimoine cuillère français. Et on considérait qu'avec ça, vous aviez le CAP. Et c'était bien parce que vous ayez le choix d'aller travailler dans un bistrot ou dans un triple étoilé, on avait les mêmes bases. Et ça, c'était important. Aujourd'hui, il y a un peu une diversité des formations et bien souvent, les jeunes collaborateurs manquent un peu de bases techniques concrètes, ce qui leur permet, quand le temps ne va pas bien, de pouvoir se réinventer ou de changer de cap ou d'augmenter leurs compétences. Et je pense que la formation professionnelle doit se renforcer de façon extrêmement sûre pour que ces collaborateurs soient capables de monter en compétences suffisamment rapidement en ayant la base métier. Oui, le thème de la formation est un thème très large. Maintenant, Alors, pardon, je aborder voudrais un... ajouter un mot sur la Oui, formation et puis de former aussi euh, des personnes qui, des fois, ne se sentaient pas une fibre pour les métiers de la restauration. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ces écoles de formation pour des publics.
éloignés de l'emploi, voire très éloignés de l'emploi, qui tout d'un coup s'intéressent au métier de la restauration et en ayant appris les bases très vite, progressent très vite dans ces métiers. Et bien souvent, c'est la vraie ressource que nous avons parce que l'élève d'école hôtelière, qui a un cursus des fois sur 3 ou 4 années de formation, lui, quand il veut revenir dans le métier, il veut arriver tout de suite à un niveau de compétence assez élevé. Donc, euh, donc, je trouve que ces personnes qui, des fois, n'ont pas eu un cursus école hôtelière sont assez intéressantes dans la longévité métier et dans la structure de nos équipes. Voilà, j'en ai terminé sur la formation, mais ça me paraissait intéressant de le dire. Très bien, merci beaucoup. Alors, toujours sur le thème de la développement du chiffre d'affaires, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner sur l'analyse des ventes et la zone de chalandise? Alors, l'analyse des ventes, elle est très, 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 très importante. Je m'aperçois très souvent quand j'audite un restaurant ou quelqu'un me demande de venir voir un peu ses affaires, eh bien, je lui dis, c'est quoi l'analyse des ventes de ce plat? Il ne l'a pas. C'est un plat qui lui fait le plaisir à lui, mais il a pas mesuré s'il plaisait à ses clients. Or, que le souci, quand on fait un métier de commerce, c'est de répondre à un besoin. Que la cuisine, c'est du plaisir d'abord. Donc, si le plat ne plaît pas au client ou que l'analyse des ventes n'est pas faite et on s'aperçoit que ce plat ne fonctionne pas, eh bien, il est intéressant de s'interroger pourquoi il ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai fait une formation produit à mes collaborateurs pour qu'ils le vendent mieux? Est-ce que j'ai fait déguster ce plat à mes collaborateurs pour qu'ils se l'approprient et ils le vendent mieux? Ou ce plat ne plaît pas à ma clientèle, ce n'est pas la cible. Donc ça, il faut être capable de l'analyser. Et puis ensuite, ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, pour moi, c'est de mesurer mon repeat guest. Comment je fidélise mes clients. Ça, c'est quelque chose que je dois être capable de mesurer avant mon chiffre d'affaires. Est-ce que je fidélise mes clients? Est-ce que mes clients fidèles m'amènent d'autres clients, etc., etc. Donc voilà un chiffre pour moi que je regarde, mais vraiment de très, très, très près. C'est mon repeat guest, cette capacité à fidéliser mes clients, de les faire revenir et d'amener suffisamment de diversité et de confiance chez eux pour qu'ils reviennent chez moi. Et ensuite, j'étudie mon chiffre d'affaires. Mais je prends d'abord cette analyse des ventes. Est-ce que mes produits que je propose à mes clients répondent à leurs besoins de se faire plaisir. Si je suis à Nice et que je propose de la choucroute et, et que je continue à maintenir cette choucroute à la carte, est-ce que ça a du sens? Non, il faut faire l'analyse des ventes des plats qu'on met à la vente. Alors, il y a des plats qui sont des fois qui prennent un peu plus de temps à, à se nicher dans la fidélisation de nos clients, mais après, il est assez facile, au bout d'un mois, de s'apercevoir qu'un plat ne fonctionne pas. Donc, analyse des ventes, mesure du repeat guest, de la fidélisation de mes clients, et regarde mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, il est la conséquence de l'analyse des ventes et de ma fidélisation de mes clients. Très bien. Et sur la zone de chalandise? Alors, ben, bien sûr, la chose de journaliste, ça dépend qui vous êtes. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le métier, que vous n'êtes pas très connu, eh bien, il faut trouver la zone qui vous correspond le mieux. En général, c'est pas forcément, forcément le meilleur endroit. Moi, j'ai pas démarré avec des zones extrêmement privilégiées. Donc, il faut se faire connaître, il faut utiliser l'outil du digital, il faut utiliser donc les réseaux, il faut utiliser le bouche à oreille pour se faire connaître. Mais bien sûr que un emplacement, un emplacement, César Ritz, bon, c'est le début du XXe siècle. Ben oui, on est convaincu de ça, mais le meilleur emplacement, quand je débute, est-ce que je peux l'avoir? Non, moi, il m'est arrivé d'aller dans des arrondissements où il y avait personne, et finalement, à force de faire parler de moi, je faisais mon chiffre d'affaires. Je suis allé jusque dans la campagne profonde du Médoc, et j'avais pas de clients. Donc, il a fallu que je fasse du relief avec les produits que je faisais, du relief en utilisant tous les supports et les plus modestes pour me faire connaître, de faire un petit article dans le journal local, même s'il est lu par 120 personnes, c'est pas très grave, mais il faut s'accrocher parce que forcément que la zone d'achalandise, elle a du sens, mais faut-il encore en avoir les moyens? Et quand on s'installe au départ, c'est pas forcément de prendre le risque de se faire paupériser
par le prix du loyer. Parce qu'on s'aperçoit que dans cette crise Covid, un des révélateurs forts, c'est cette précarisation de l'artisan par le prix du loyer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui s'aperçoivent que leur fonds de commerce ne vaut rien parce qu'ils ont un loyer exorbitant. Et comme on revend un établissement sur le chiffre d'affaires et qu'on s'aperçoit que le loyer est trop haut, on n'arrive pas à revendre les fonds de commerce. Donc, je préfère prendre le risque de mettre un peu plus de temps à me faire connaître dans un quartier, mais aujourd'hui on est à l'heure du digital et des réseaux sociaux. Se faire connaître, ça va quand même beaucoup plus vite qu'à mon époque. Donc voilà, la zone d'achalandise, oui, mais pas au prix de me faire paupériser dès le départ avec des loyers qui soient stratosphériques. Exactement. Question pratique de Solène qui nous demande à quelle fréquence changer les cartes et les menus, même pour les plats qui fonctionnent ou les plats phares. Saisonnalité, saisonnalité, saisonnalité. Et pour les plafards, c'est votre signature. On fidélise ses clients par les plafards. Mais si votre plafard, c'est le paleron de bœuf, c'est quand même difficile de le faire toute l'année. Donc, ça veut dire que les gens qui souhaiteraient un paleron de bœuf l'été, eh bien, il faut leur dire, commandez-le. Mais effectivement, changer une carte, quand je suis rentré en apprentissage, c'était 4 fois par an. Aujourd'hui, on a des saisonnalités plus fluctuantes. On trouve de la fraise mi-mai et on en retrouve sur les deuxièmes, voire les troisièmes pousses mi-septembre, voire fin septembre. Donc voilà, la saisonnalité. Il faut jouer avec le marché. La vraie saisonnalité, elle est au marché. Quand vous achetez des tomates en novembre, vous êtes hors champ. Ça ne ressemble à rien. Mais par contre, quand vous achetez des carottes de plein champ, quand vous achetez de la grillade ou des pommes de terre comme celle-là, eh bien là, vous êtes dans votre saisonnalité. Et c'est ça qui fera l'attractivité de votre restaurant encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est la vraie demande du client, d'avoir du circuit court, de voir la main qui nous nourrit et de savoir d'où vient le produit. N'oublions pas que quand on fait la cuisine, on fait une promesse à quelqu'un. On fait une promesse de lui garantir les meilleurs produits, le meilleur savoir-faire et la meilleure émotion. C'est ça de faire la cuisine. Donc on ne sortons pas de ça. Saisonnalité et la saisonnalité à tout crin, c'est ça qui fera votre dynamique. Donc changer une carte, à minima, c'est 4 fois par an. Mais je ne crois plus aux changements de carte qui sont des mesures trop lourdes, trop empiriques. Moi, j'ai connu, quand j'ai commencé dans ce métier, où on changeait la carte 4 fois par an, c'était mais c'était un travail de titan, c'était élyséen de le faire parce qu'il fallait une semaine pour changer tous les plats de la carte et en mettre de nouveaux. Et finalement, de réhabituer la clientèle à tout nouveau. Or que changer au jour le jour, ce qui se fait beaucoup au Japon d'ailleurs, il y a des marchés du jour le jour et on voit arriver la Lisette du Boulonnais, les petits rougets vendangeurs. Eh bien, il y a qu'un jour dans l'année où on peut le faire, il faut le faire. Donc, il faut avoir cette flexibilité de l'ardoise, comme on dit, pour, euh, pour pouvoir faire la cuisine qui nous anime finalement. C'est celle-là, c'est celle qui tous les matins nous pose la question du marché et de dire c'est ça qui nous fait plaisir quand on fait de la cuisine. J'espère que j'ai pas été trop Exactement. Et long là. ça, non, non, c'est très bien. Et ça rejoint un peu notre thème du précédent live, accessible en replay sur les nouvelles tendances à suivre. Une question maintenant de David qui nous demande comment convaincre les investisseurs pour des restaurants dans des petites bourgades ou en province. Souvent, ils n'y croient pas, les considérant comme taux de croissance léger ou nul. Oui, c'est vrai. En même temps, il faut, quand on demande à des investisseurs de se pencher sur un établissement en milieu rural, par exemple, c'est d'être capable d'abord de leur proposer plusieurs comptages de chiffre d'affaires. Est-ce que je suis simplement restaurant? Est-ce que je suis un restaurant épicerie? Est-ce que je pourrais faire plusieurs choses dans ce restaurant pour aller chercher du chiffre d'affaires? Est-ce que je suis un nouveau restaurant ou je suis un restaurant comme les autres? Et puis, de leur donner du sens, c'est-à-dire voilà, votre investissement, il n'est pas sur des paybacks à 3 ans ou à 4 ans. Il sera peut-être sur des paybacks à 7 ou 8 ans. Et c'est ça qu'il faut engranger, c'est de mesurer, quand on demande à un investisseur, est-ce qu'il est prêt à avoir un impact social et un impact environnemental. L'impact social, il est de dire, eh bien, si vous me demandez de vous rembourser dans les 3 ans à venir, c'est pas possible, c'est pas sur ce business-là qu'il faut investir. Mais par contre, si vous croyez à
à de bons produits, si vous croyez à la ruralité, si vous croyez à un restaurant de qualité, si vous croyez à l'impact social de ce restaurant, eh bien, investissez avec moi. Moi, j'amène de la compétence et de la connaissance. Vous amenez de l'argent. Cet argent, je ne vous promets pas de vous le rembourser sur les 3 années à venir, mais si on se fait confiance sur 10 ans, vous ne regretterez pas votre investissement. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à les convaincre, encore plus aujourd'hui, où on veut absolument redonner du sens à, euh, à la vie en milieu rural. Moi, je crois beaucoup à ces 10 prochaines années pour recréer des économies beaucoup plus horizontales, et notamment dans des zones rurales, et de faire en sorte que ces zones rurales ne soient pas des déserts, et que dans ces zones rurales, eh bien, on soit capable de faire travailler des producteurs, de petits producteurs qui fourniront ce restaurant et redonneront aussi du sens à ce restaurant qui ne se sentira pas obligé d'aller dans un cache-carry ou de commander directement sur une centrale d'achat. Donc ça, c'est des choses qui peuvent porter à la connaissance des investisseurs, redonner du sens à l'investissement et de considérer dans ce 21e siècle que la bourse, que l'investissement, c'est pas le casino de Deauville, c'est de redonner du sens à une société aussi. Et c'est comme ça que vous pouvez, à mon avis, arriver à convaincre un investisseur qui fait le bon choix en vous faisant confiance. C'est pas comment il Bon, investit, c'est pourquoi il investit et sur qui il investit. très bien. Bon, mais Et encore j'espère une fois, que c'est la notion de David a confiance bien qui noté. marche. Exactement. Une petite dernière question sur ce thème. Pour vous, quel est le coût de la communication qu'il faut avoir? Ben, j'ai envie de répondre que vous avez de la chance, cette génération-là, parce que la communication, elle n'est pas très chère. Vous êtes 100 fois plus malin que moi, donc vous allez utiliser tous les réseaux sociaux, toutes les façons de vous faire connaître. Et puis, en utilisant les réseaux sociaux, n'oubliez pas quand même vos clients de proximité, les gens que vous croisez dans votre immeuble, dans votre rue, dans votre quartier. Venez voir ce que je fais, venez goûter. Les gens qui sont dans les communes aux alentours, faites-vous connaître. Faites des petites OP comme ça qui ne coûtent pas grand-chose avec un fournisseur et qui vous permettent de vous faire connaître, d'aller chercher du relief pour qu'on ne vous oublie pas. Alors bien sûr que bravo ces réseaux sociaux qui sont utilisables à bon escient pour se faire connaître, mais n'oubliez pas le petit écosystème de proximité, la concierge qui parle de vous et elle trouve que ce que vous faites c'est bien, le copain qui descend manger dans votre restaurant, qui va parler de votre restaurant, tous ces petits. La réussite d'un établissement passe d'abord par ses clients de proximité. Ne méprisez jamais vos clients de proximité. Vous devez leur faire une place et puis de constater que finalement le cercle des amis s'agrandit au fur et à mesure que de votre activité se fait connaître. Alors ne misez pas bien sûr uniquement sur les réseaux sociaux parce que là on est dans un monde virtuel et dans ce monde virtuel, eh bien, les choses existent de façon extrêmement rapide. Le monde s'est accéléré quand le digital s'est accéléré, hein, bien entendu, mais regardez aussi votre écosystème du vivant qui est autour de vous et de ces gens que vous avez envie de nourrir. Ne l'oubliez pas parce que bien souvent, ça fait notre socle de base et bien souvent, le risque que nous avons, c'est quand nous commençons à réussir, c'est qu'on commence à oublier les gens qui nous ont fait réussir au départ. Et ça, il faut aussi essayer de le maîtriser au mieux avec des cartes de fidélité de vos premiers clients. Et ça, de créer un tissu de communication qui n'est pas des communications là virtuelles, mais une véritable chaîne humaine de communication. Ça a encore son importance aujourd'hui. Mais le coût, moi, j'ai jamais eu beaucoup d'argent pour communiquer. Je vais répondre sur un coût. Chaque fois que je me suis adressé à une agence de communication, c'était hors budget pour moi. Donc, j'ai coupé ce budget. Je ne l'avais pas. Donc, par contre, tout cet argent, je le mettais en allant sur les marchés, en parlant de street food et de distribuer mes cartes de restaurant, en créant du relief en permanence. Je vous donne un exemple qui va vous paraître idiot maintenant. On n'était pas à l'époque des réseaux sociaux. Le dimanche, dans mon restaurant de Cordier-en-Bas, j'avais personne. Et je me suis dit, je vais faire que des tables de 4 et la quatrième personne sera invitée, mais elle sera obligée de critiquer. Et finalement, en moins de 3 mois, ça s'est répandu comme une traînée de poudre qu'on pouvait faire dans mon restaurant des tables de 4 et que la quatrième personne ne payait pas, mais elle était là pour critiquer. Et elle me faisait des petites annotations
sur ce qu'elle avait dégusté. C'était sa contribution. Ça me coûtait pas très cher, ça me coûtait le coût matière première d'une personne. Eh bien voilà, mon budget communication, c'était ça, 30%. C'était rien du tout, 30% du coût matière du plat que j'avais fait. Et finalement, eh bien, c'était 2004 et ça la mayonnaise a pris, je pourrais dire ça en termes de cuisinier, la mayonnaise a pris et finalement, je me suis fait connaître par les locaux et puis de façon un peu plus large. Et puis un jour, j'ai vu un restaurateur, un journaliste parisien qui est venu me voir en me disant, mais attendez, c'est complètement fou, je veux voir. Il a constaté, ça fonctionnait, ça s'est répandu et la notoriété est arrivée. Ça a pris quelques temps, mais vous voyez, c'était la contrainte vous fait être créatif. C'est ça qui est magique. Vous avez une contrainte de ne pas avoir d'argent pour votre communication, alors il faut être créatif. Ok, bah, énormément de messages pour vous remercier sur ce point. Maintenant, on va aborder le dernier sous-thème. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner sur comment valoriser des produits simples et accessibles par la créativité et le savoir-faire? Il y en a, il y a des dizaines de façons, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple simplement, j'ai parlé de la dorade, alors on va prendre la dorade, vous faites un ceviche de dorade. Alors ça, vous allez plutôt le faire avec la pointe, ce qu'il y a plutôt près de la queue de la dorade. Mais par contre, le filet, vous allez le mariner autrement, le dos de la dorade. Et puis après, il y a tous ces ventres. Donc, vous voyez, là, le ventre, c'est la partie la plus grasse du poisson. C'est pas une partie musculaire du poisson. Et ça, vous allez le mariner et le griller. Et là, vous avez trois recettes dans le même produit. Vous voyez, c'est un geste de créativité. Et puis après, la créativité, c'est être capable des fois, de sortir des sentiers battus, d'oser quelque chose. Alors, nos aînés l'ont fait, mais je pourrais vous citer d'autres exemples assez simples, y compris avec des œufs. Euh, Par exemple, j'avais une recette d'œufs sous pression. Alors on me disait, ah, mais et c'était très simple, je faisais ça au siphon et la recette est très simple. D'ailleurs, je pourrais la partager. J'ai fait aussi un jaune d'œuf sans cuisson. Je faisais des œufs brouillés, pardon, sans cuisson. Alors les gens s'interrogeaient, mais c'est pas possible de faire des œufs brouillés sans cuisson. J'avais une recette d'œufs brouillés sans cuisson. Donc vous voyez, j'ai créé des contre-pieds comme ça, un peu sur le thème de l'humour. Saucisson virtuel, par exemple, ça a été aussi. Vous voyez, la créativité m'a permis de sublimer des produits extrêmement classiques de la cuisine française, mais le fait d'être créatif m'a permis d'aller chercher un public de plus en plus large. Et cette créativité, il faut oser. Donc ça veut dire qu'il faut faire des essais. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut oser se tromper. Alors on se garde une petite quantité de produits et puis on fait des essais. Et de ces essais va naître forcément le plat qui va être créatif à votre carte. La pire des choses, c'est la copie. C'est quand on essaye de refaire le plat d'un autre et de tricher ensuite en disant ah ben moi je vais rajouter ça et puis ce sera mon plat. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'à un moment donné, il faut bien maîtriser ses fondamentaux et puis oser se tromper. Et bien souvent, dans cette mer de l'incertitude qu'est l'erreur, vous allez trouver une nouvelle recette. Moi, je vous parle de mes œufs brouillés sans cuisson. Bien, vous voyez, œufs brouillés sans cuisson, ça ne veut rien dire. Or, qu'est-ce que je faisais? Il y avait une recette qui existait, qui doit dater de la fin du 19e dans le monde du cocktail, qui s'appelle le Porto Flip, où on mettait des portos très chargés en alcool pour mélanger avec des jaunes d'œufs. Ça faisait un cocktail. J'ai repris la même façon de faire. J'ai, avec de l'alcool très concentré, lié par l'alcool, un alcool fort, des œufs brouillés. Et mon jaune d'œuf, c'est brouillé. Et je faisais ça devant le client qui constatait effectivement qu'il n'y avait pas de feu sous ma casserole. Et c'est des petites astuces comme ça. Et évidemment, il faut que ce soit bon. Si c'est loupé, ça ne sert à rien. La créativité, ce n'est pas des recettes loupées. C'est des nouvelles émotions que vous pouvez apporter à un client. Donc, il faut accepter de se tromper. Pour se tromper, il faut faire des essais. Et pour faire des essais, il faut sortir des sentiers battus. Sortir de la mauvaise copie pour aller vers quelque chose qui vous inspire, qui vous anime. Vous avez fait pousser du shiso dans votre jardin, eh bien, vous pouvez faire peut-être un dos de dorade dans lequel vous allez infuser un peu de shiso. Vous allez prendre des feuilles de nori breton. En ce moment, je trouve du nori breton, ces algues séchées que vous allez cuire à la flamme sur le dos d'un maquereau. Vous allez laquer un maquereau avec une petite sauce vin rouge, etc., etc. Toutes ces choses qui vont être un petit peu innovantes et surtout qui vous permettront de vous différencier de ce que font vos voisins.
Donc n'oubliez pas que la créativité, c'est le seul moyen de réussir. On ne peut pas imaginer faire toute une carrière sans être créatif et essayer de se faire un nom dans ce métier. C'est qu'à un moment donné, il faut de l'audace, il faut oser euh, traverser cette mer de l'incertitude de la création. Donc, se tromper. Et dans ces erreurs, dans nos essais, on arrive à retrouver des recettes beaucoup plus créatives. Mais gardons aussi Exactement. Et l'inspiration oui, de nos aînés. et Je oui. regardais un livre ce Euh, matin, je regardais un livre ce matin, 1954, un livre sur l'œuf, 1000 recettes d'œufs. 1000 recettes à base d'œufs. Et ça, c'est 1954. Un type, un jour, s'est dit, je vais monter un restaurant autour de l'œuf. Voilà, j'ai que ça à proposer. Donc, il a créé, bon an, mal an, entre les omelettes soufflées, les omelettes cuites au four, les omelettes poêlées, les omelettes roulées, les œufs, les différents types d'œufs, etc. Il a créé 1000 recettes. 1954. Donc, vous voyez qu'on peut aujourd'hui espérer encore avoir de nouvelles idées sur les cuissons sous pression, sur les cuissons basse température, sur les cuissons haute température aussi, parce que il est intéressant de faire, par exemple, cette fameuse recette du saumon mi-cru, mi-cuit. Alors voilà, dans l'intitulé, vous allez penser manger un poisson qui est mi-cru, mi-cuit. Or qu'il a simplement été mariné dans du gros sel et du fenouil et de l'aneth pendant 5-6 heures. Ensuite, vous le rincez, vous le laissez reposer dans un petit peu d'huile d'olive. Et puis au moment de le servir, simplement vous le snackez, un aller-retour dans la poêle. Donc vous avez une croûte qui a cette fameuse réaction de Maillard, qui est un peu croustillante. Et puis à l'intérieur, on a l'impression qu'il est translucide. Mais bien sûr qu'il est cuit, il a été mariné. Et vous avez deux textures. Vous avez un jeu de texture et de température qui fait que vous allez avoir une émotion à la dégustation. Ça, c'est les années 90. Vous voyez qu'à un moment donné, il faut chercher, se tromper, faire des erreurs. Et puis de ces erreurs va s'ouvrir des possibilités et vous allez trouver de nouvelles recettes. hmm, ça donne faim. On a une question de Mina Hanafi sur ce sujet qui nous demande est-ce que vous pensez que faire preuve d'innovation et d'être avant-gardiste dans nos métiers est un désavantage, ou plutôt être créatif pour oser le changement? La création, ça ne peut pas être un désavantage. Sinon, on ferait tous la même chose. Création, innovation, pour moi, c'est le cœur et le poumon d'une entreprise. Une entreprise qui n'innove pas, une entreprise qui est dans la copie de ce que font les autres, ne trouve pas de relief et très rapidement, elle va disparaître. Donc, il faut se donner les moyens de la création. C'est pas pour rien que l'industrie crée des pôles R&D, recherche et développement. C'est justement pour aller chercher de l'innovation et de se différencier de sa concurrence. Donc, l'innovation, pour moi, c'est le cœur et le poumon d'une entreprise. D'abord, quand vous voulez être innovant, il va falloir se faire un gros mental. Être créatif et innovant, il faut se faire un gros mental. C'est la fameuse phrase de Schopenhauer qui dit, si vous êtes innovant, si vous êtes créatif, vous allez être moqué, vous allez être violemment critiqué, et ensuite on dira, ah non, mais c'était évident qu'il fallait penser à ça. Donc ça, c'est sûr que vous allez être moqué, mais il faut l'accepter et de se dire, non, 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 je vais pas faire comme les autres. Alors j'ai mon principe de base et je vais essayer de créer mes recettes, mes propres recettes, accepter de me tromper, d'admettre que je me suis trompé, et puis de continuer à trouver mon écriture de cuisine, mon style de cuisine, et de devenir une signature de cuisine. Et c'est ça qui est intéressant. Et on peut le faire dans des choses extrêmement classiques, qui peuvent être un bistrot de quartier qui a toute légitimité, de dire, ben, moi, le chou rouge, je ne le fais pas comme ça. Très récemment, j'ai mangé maintenant quelque chose de très connu, mais je goûtais des choux-fleurs cuits entiers au four. Eh bien, il y a 10 ans, ce n'était pas évident de trouver ça. On trouvait toujours des choux-fleurs cuits à l'eau, nappés d'une sauce et gratinés. Aujourd'hui, on cuit des choux entiers au four et on les vend en tranches. Ça, c'était quelque chose d'innovant et qui répondait à une cuisine de quartier et plutôt bistrotière. Et puis, il y a des choses qui vont vous amener à des écritures de cuisine beaucoup plus sophistiquées ou beaucoup plus reconnues dans le monde des restaurants dits gastronomiques. Bien que pour moi, tous les restaurants peuvent se revendiquer gastronomiques dès lors qu'ils respectent un cahier des charges assez précis. Mais l'innovation, non, ne vous privez pas de la créativité, ne vous privez pas d'innovation parce que il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation et on n'a pas envie de rouler en char à bœuf et de s'éclairer à la bougie. Personne n'a envie de ça. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à être
innovant, bien sûr en respectant la démarche environnementale. Mais la cuisine, elle est là pour innover. Escoffier le disait déjà en 1903, la cuisine s'adapte à la société dans laquelle elle est. La cuisine, il disait de la cuisine sans cesser d'être, il disait la cuisine sans cesser d'être, je ne sais plus sa phrase va me revenir, mais il disait il faut pas mettre de frein à sa créativité et à son adaptabilité à la société dans laquelle on est. Il n'y aurait rien de plus triste que d'essayer de faire une cuisine qui plairait à tout le monde. Exactement, je Ah, pense pardon. que c'est Il bien disait, dit. la cuisine, Oui, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. À force de la répéter, 1903. Donc, sortons des formules un peu empiriques, regardons le produit, connaissons bien le produit et sa capacité à se transformer et comment on peut le transformer. Pourquoi? Pour donner de l'émotion. N'oublions pas que l'ingrédient secret, c'est l'émotion. très bien, merci beaucoup. On a atteint la fin de ce live. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure ce... Ah, pour conclure, j'ai envie de dire vive la cuisine et vive la cuisine créative. La cuisine s'adapte à l'époque dans laquelle on est et faites de la cuisine, vivons cuisine. Je trouve que l'impact de la cuisine va être de plus en plus fort, malgré qu'on a quelques souffrances aujourd'hui avec nos restaurants. L'impact de la cuisine va être de plus en plus fort parce que dans la cuisine, il y a cette volonté d'avoir un impact social et un impact environnemental. C'est ça la vraie cuisine. Elle défend des petits producteurs, elle défend des écosystèmes, elle défend des terroirs, elle défend des territoires, elle a ce lien de la terre à l'assiette. Donc la vraie cuisine, c'est ça. Pour moi, c'est enthousiasmant la cuisine. Et les cuisines, ça restera toujours dans l'air du temps. Et c'est comme ça depuis l'Antiquité grecque. Donc il faut permettre à la cuisine de se développer de plus en plus et de montrer que la cuisine, c'est un axe que je défends tout le temps et qui date lui aussi de l'Antiquité grecque. C'est plaisir, bien-être, santé. Et vous pouvez enrubanner ça de convivialité. À bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, Merci. lundi à 16h30 Avec pour plaisir. valoriser son offre boisson. Très bonne journée. Avec plaisir. Au revoir.